Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Les citoyens de la commune d'Abomey-Calavi ont parlé du développement de leur commune en fin de semaine. C'était au cours des États généraux des citoyens qui a pris fin ce samedi, le point des travaux dans cette édition. Les candidats aux examens du BEPC seront face aux épreuves écrites dès le lundi 14 juin. En prélude à cet examen, le ministre des Enseignements secondaires est allé s'enquérir de l'évolution des travaux à la direction des examens et concours. Et puis l'Afrique du Sud fête ses 60 ans sur fond de lutte contre la corruption. L'ANC, parti du Congrès national africain au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, a fait le ménage dans ses rangs. Bienvenue à toutes et à tous. Les travaux des États généraux des citoyens pour un développement soutenu de la commune d'Abomey-Calavi à l'horizon 2035 ont pris fin ce samedi 29 mai 2021, des assises au cours desquelles de grandes décisions ont été prises pour un réel développement de la commune. Voici le compte rendu de la cérémonie de clôture des travaux avec Samson Oki et Damien Pedro. Œuvrer désormais pour un développement harmonieux et soutenu de la commune d'Abomey-Calavi. Gérer au mieux le foncier dans la commune de Calavi. Mettre fin à la mafia foncière. Travailler à améliorer le potentiel économique de la commune d'Abomey-Calavi. Valoriser le potentiel culturel, touristique et artistique. Relancer le lotissement dans la commune d'Abomey-Calavi après avoir audité ce qui a été fait, et procéder à l'ouverture des voies, reconstruire Calavi en un mot. Ce sont là, entre autres, les grandes conclusions issues des États généraux des citoyens pour un développement soutenu de la commune d'Abomey-Calavi à l'horizon 2035. Pendant 2 jours, les experts commis à cette tâche ont, dans une démarche participative, harmonisé les différentes préoccupations recueillies au sein de la population durant les travaux préparatoires à ces assises. Pour le maire Angelo Évariste Awanjinou, les objectifs sont atteints et c'est un motif de satisfaction. Un sentiment de grande joie qui m'anime aujourd'hui, samedi 29 mai, après la clôture des États généraux des citoyens pour le développement soutenu de la commune d'Abomey-Calavi. Joie parce que la population a compris l'enjeu. La population a épousé l'idée. À la fin des travaux, des certificats de reconnaissance ont été remis aux membres du présidium et aux présidents des 24 groupes thématiques qui ont travaillé à la préparation et à l'organisation de ces états généraux. Dans les tout prochains jours, un rapport synthèse sera remis à la première autorité de la commune. Ainsi, la commune d'Abomey-Calavi est désormais mise sur l'orbite de son développement. Éducation à présent, le nouveau ministre des Enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle a effectué une visite de travail à la direction des examens et concours vendredi dernier. Le ministre Kouaro Yves Tchabi s'est enquéri de l'évolution des travaux préparatifs de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2021. Au total, 145 934 candidats vont à l'assaut de ce diplôme. Au thème de la visite, le ministre de l'Enseignement secondaire, Kouaro Yves Tchabi, et le directeur des examens et concours, Dr Roger Koudoadinou, ont exprimé leur satisfaction. Je puis vous dire que nous sommes très satisfaits du niveau de préparation des examens et nous avons personnellement constaté que nous sommes en droite ligne avec les réformes engagées par le gouvernement, notamment la digitalisation de la gestion administrative. Cette année, nos enfants n'ont pas eu à accumuler beaucoup de documents. Nos collaborateurs dans les bureaux n'ont pas eu à traiter une paperasse parce que l'inscription s'est faite en ligne. C'est une vraie révolution. Les enfants ont pu s'inscrire en ligne. C'est une première et nous allons continuer dans ce sens. Cette année également, ce que nous avons constaté au niveau de la DEC, grâce à l'outil EducMaster que tous les Béninois connaissent désormais, les listes des surveillants et des correcteurs
ont été générés de façon automatique, ce qui a permis de finir définitivement avec des pratiques extra-professionnelles, ce qui permet évidemment d'obtenir la satisfaction des enseignants qui parfois se sentent brimés parce qu'ils n'ont pas pu donc infiltrer les réseaux. De façon concrète, il faut retenir que cette année, une grande réforme a été mise en place qui a consisté à faire l'inscription au BPC en ligne par les candidats. C'est une première depuis les indépendances dans l'histoire de notre système éducatif, grâce à la plateforme EducMaster. Et de ce point de vue, il y a eu beaucoup plus d'aisance, mais également un gain d'énergie au niveau de tous les acteurs qui ont réussi cette inscription en ligne à nos côtés. Et je crois que nous pouvons en être fiers. Mais également, l'autre élément qu'il faut mettre dans la balance en matière de bonne organisation, c'est que l'apprêtement d'un certain nombre de choses continue de se faire par l'exploitation de la plateforme EducMaster. La rencontre hebdomadaire des journalistes Café Média Plus a reçu vendredi dernier Wilfried Léandre Mbedi, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, pour comprendre le bien fondé de la décision relative à la suppression du ministère de la Communication. Des précisions au micro de Laurette Kankangbe et Jean-Baptiste Boko. La rencontre hebdomadaire des journalistes dénommée Café Média Plus a reçu des invités politiques et journalistes émérites pour expliquer la décision du gouvernement relative à la suppression du ministère de la Communication. Pour Wilfried Léandre Mbedi, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, cette décision est une promotion pour la liberté de la presse. Ce que les professionnels des médias devraient faire, ce que la HAC devrait faire, c'est commencer tout de suite à saisir cette balle et se dire comment nous faisons pour transformer cet essai. Le chef de l'État, au demeurant, fait une promotion inestimable de la liberté de presse. Et je suis tellement heureux pour les gens qui ont l'habitude de nous tacler sur cette thématique. Ils auront dans quelques années le loisir de dire « mais M. Talon a été visionnaire », de penser qu'il fallait décrocher la gestion des médias du gouvernement pur et dur pour la confier à l'institution constitutionnelle reconnue pour ce faire. Il poursuit en invitant les associations des professionnels des médias à profiter de cette opportunité pour redorer l'image de la presse béninoise. Et donc, les associations professionnelles des médias, à mon sens, devraient tout de suite commencer à se voir, réfléchir. Quelle est la partition que nous devons jouer? La HAC, comment nous mettons en place les mécanismes qu'il faut pour récupérer ce pouvoir qui a toujours été le nôtre en réalité, mais que nous avons laissé échapper et qu'on nous rétrocède à un moment où peut-être nous ne nous y attendions pas. Et je suis convaincu que si la HAC joue son rôle, que les associations fêtières des médias jouent leur rôle et que vous menez le plaidoyer qu'il faut à l'endroit du chef de l'État, à l'endroit du gouvernement, les moyens qu'il a promis à la HAC seront mis à disposition pour que, effectivement, les médias s'épanouissent davantage sous la coupole de la HAC et de leurs associations fêtières et que le gouvernement s'occupe véritablement à autre chose qu'à ce qu'il a l'habitude de faire et que certains considèrent, à tort souvent, comme une façon de régenter les médias. Des propos renchéris par Constant Agbidinoukon, journaliste à la retraite. C'est une grosse opportunité. Ça, je suis moi-même étonné. C'est à la maison que je me suis dit, mais comment ça? Le président Talon, il est visionnaire. Il veut faire comme les pays anglophones. Il veut nous donner plus de pouvoir, c'est vrai. Parce qu'on était habitués, nous francophones, à vivre avec la France. Commençons par nous écouter nous-mêmes. Commençons par ce qu'on appelle l'entente cordiale entre nous-mêmes. Et progressivement, vous allez voir, nous allons trouver des solutions. Il finit par conseiller aux organisations des professionnels des médias d'établir un projet d'appui au développement du secteur de la communication. En sport, le ministre Osvaldo Meki a procédé en fin de semaine écoulée à la remise de matériel et d'équipements sportifs aux différentes classes sportives dans l'ensemble des communes du Bénin, des ballons de football, de hand, des kits d'entraînement professionnel, des tenues de sport, des jackets et plein d'autres matériels sportifs ont été remis au coordonnateur du programme de promotion et de développement des activités sportives, Dieudonné Messon. Suivez
Écoutez ici un extrait des propos du ministre à la cérémonie de remise des matériels. C'est avec une grande émotion que je procède ce jour à la remise d'un important lot de matériel et équipements sportifs. Ces matériels proviennent d'une part de la FIFA qui, dans le cadre de sa collaboration avec le Bénin, nous a doté, comme vous le savez, de kits d'entraînement. Ces kits sont des kits professionnels destinés aux équipes de football que nous avons constituées dans nos différentes communes à travers le programme des classes sportives. Et d'autre part, proviennent de l'effort du ministère des Sports lui-même à travers ces différentes structures, notamment l'Office béninois des sports scolaires, universitaires et le Fonds de développement du sport, qui également ont, dans le cadre de la dotation des classes sportives en équipement, procédé à l'acquisition des matériels pour les disciplines que sont le basket, le handball et l'athlétisme. Je voudrais donc remercier une fois encore nos partenaires privilégiés, et principalement la FIFA, pour cette belle collaboration que nous avons depuis maintenant quelques mois. Dire que ces équipements, comme l'ont été ceux que nous avons reçus précédemment, seront dès aujourd'hui mis à la disposition des différentes classes sportives dans l'ensemble des communes du Bénin. Dire également que nous poursuivons avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engagement, la mise en œuvre de cet ambitieux programme que le chef de l'État a voulu mettre en œuvre dans notre pays et qui est un programme de détection, de formation et de promotion des talents sportifs dans les principales disciplines que nous avons identifiées. Les mamans étaient à l'honneur ce dimanche, c'est à travers la fête des mères. Ces mères sont au premier plan de l'entretien de la famille. Certaines doivent cumuler cette responsabilité avec d'autres activités professionnelles, une tâche qui n'est pas toujours aisée. La plupart d'elles la réussissent tant bien que mal. Une mère fonctionnaire a accepté de partager avec nous son expérience. Suivez ce magazine réalisé par Clémence Tonoucoin et Romaric Devauchy. Pélagie Abobatempo, la quarantaine, est mère de 3 enfants et cumule déjà 15 ans de fonctionnariat. Agronome de formation, elle n'était pas en couple au début de sa carrière. Coup de chance ou destin, son époux ne s'est pas opposé à sa carrière. Mais avec la maternité, les choses ont changé dans la vie de Dame Pélagie qui a su bien accueillir cette nouvelle responsabilité. Cette nouvelle responsabilité, c'est vrai, je l'ai accueillie avec joie, mais beaucoup de courage. Parce que c'est vrai, cette nouvelle responsabilité a changé beaucoup de choses dans ma vie. Par exemple, l'heure de réveil a changé, il fallait se lever plus tôt. L'heure de couchette a changé, il fallait se coucher tard. Il fallait limiter les temps de distraction. Et aussi, on note un peu de retard dans l'atteinte des objectifs professionnels. Mais j'ai pu réussir quand même à gérer ma vie professionnelle et mon foyer. Je reconnais qu'il y a une petite difficulté que j'essaie de surmonter en gérant le foyer et ma vie professionnelle. Il fallait déposer les enfants, les récupérer à l'école, les ramener à la maison, le goûter, ainsi de suite. Mais parallèlement, il y a les activités professionnelles dont vous ne détenez pas toujours la gestion du temps. Donc, il arrive des fois où j'accuse de retard pour récupérer les enfants. Dame Pélagie estime que la vie de couple est une vocation et pour la réussir, il faut faire des sacrifices. Elle a donc opté pour l'acquisition d'un réfrigérateur pour les besoins du ménage et l'embauche d'une femme de ménage pour que sa famille mange à temps. La famille mange à l'heure parce que j'ai pris des dispositions pour que mon travail n'influence pas négativement la vie de mon foyer. Même sans domestique, je vous rassure que les enfants, la famille mange à l'heure parce que mon soutien, c'est le réfrigérateur. Le week-end, c'est comme quand on dit week-end au repos. Week-end, pour moi, c'est les tâches de la maison. C'est pour apprêter ce que je dois utiliser pour la semaine, les 5 jours ouvrables.
Donc je fais le maximum. S'il faut mettre la viande, s'il faut mettre le poisson, il faut faire la sauce, différentes sortes de sauces. Donc je fais le maximum et je mets au réfrigérateur. J'ai toujours comme objectif réussir mon foyer et réussir ma vie professionnelle. Ça, depuis jeune fille, j'ai toujours ça en tête parce que j'ai vu des exemples devant moi. Pour les missions, je ne compte pas sur les domestiques. Et je négocie toujours soit avec une cousine n'ayant pas aussi tant de responsabilités comme moi ou avec une tante n'ayant pas de responsabilités comme moi qui peut se déplacer pour rester avec mes enfants. Mais n'empêche, avant de partir, l'essentiel est mis au frigo, que leur présence soit juste garde et faire certaines choses le soir. En tant que mère fonctionnaire, le suivi scolaire des enfants est une autre équation à résoudre. À ce niveau encore, Dame Pélagie a trouvé la solution. C'est vrai, les répétiteurs, c'est seulement les mercredis et les samedis pour les exercices. Et les soirs, moi-même, j'assure suivi pour les enfants, réviser les leçons, ainsi de suite. Mais au cas où j'ai des activités qui m'obligent à excéder l'heure, je négocie avec les répétiteurs qui viennent tous les soirs pour la révision des cours. Cumuler vie professionnelle et vie de mère n'est pas chose aisée. Mais si l'expérience est à refaire, elle le ferait, a-t-elle dit. C'est pourquoi elle fait des efforts quotidiens pour que l'entretien de sa famille ne souffre d'aucune insuffisance. S'il fallait choisir entre mère ménagère et mère fonctionnaire, face à mon expérience, aujourd'hui je choisirais toujours mère fonctionnaire. Pour moi, quand la femme travaille, ce n'est pas seulement pour l'argent. Il y a une joie professionnelle que j'éprouve et j'y tiens. Ça peut arriver que l'homme demande que la femme reste à la maison pour s'occuper des enfants. Si l'homme constate que les enfants en temps sont délaissés à cause de la vie professionnelle de la femme. Et c'est pour cette raison, pour moi, je préviens, quelle que soit ma fatigue de la journée, les soirs, je fais toujours l'effort pour m'occuper de la famille. Donc pour moi, ce n'est pas l'activité, faire une activité, mais j'ai la passion de faire quelque chose et je rends grâce à Dieu qui a béni ses objectifs. Et l'homme qui m'aime, qui m'accepte, qui comprend un peu mes idées, pour moi, quelqu'un qui me comprend et qui sait que ma joie est dans ma vie professionnelle n'arriverait pas à me proposer de faire une boutique pour mieux m'occuper des enfants. Et surtout, il ne faut pas donner l'occasion en ne négligeant pas la famille. Dans cette lourde charge, le soutien de l'époux est souvent de grand réconfort. Ça fait toujours plaisir de se voir soutenu dans ce que nous faisons en tant que femmes. Ça fait plaisir, c'est une bonne idée. Mais le minimum qu'on souhaite, c'est d'encourager. Mais juste soutien moral pour montrer l'importance de ce que je fais, pour montrer que ce que je fais dans la maison apporte un plus au bonheur de la famille. Pour moi, c'est suffisant. On sent qu'on est fatigué. Et bon, au lieu de faire si, est-ce qu'il ne faut pas limiter, faire un simple riz, c'est pas mieux que tout ce que tu fais. C'est un soutien moral qui montre que l'homme partage ma peine. Fier de son éducation qui lui permet de concilier vie de famille et vie professionnelle, Dame Pélagie essaie de transmettre la même éducation à ses enfants. Elle souhaite d'ailleurs qu'ils soient meilleurs à elle. L'actualité sur le continent à présent, l'Afrique du Sud fête ses 60 ans sur fond de lutte contre la corruption. À la veille de cette célébration, le président français a rendu hommage au premier président sud-africain noir lors d'une visite à la fondation Nelson Mandela à Johannesburg. L'ANC, parti du Congrès national africain au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, a fait le ménage dans ses rangs. Un bras de fer contre la corruption oppose depuis plus de 40 ans. Soupçons de corruption, fraude, blanchiment d'argent. Ces dernières années, l'ANC a vu son image ternie par les affaires, loin de son passé glorieux, quand Nelson Mandela luttait contre la ségrégation raciale. Dernier scandale en date, la suspension d'Aïsmara Joulé Mimé, le désormais ex-secrétaire général de l'ANC, est accusé de corruption et d'avoir tenté de suspendre la présidence du parti de Cyril Ramaphosa, l'actuel président de la nation arc-en-ciel. Les membres du Conseil exécutif national ont exprimé leur inquiétude face à une campagne concertée et bien orchestrée, ainsi qu'une campagne bien financée visant à semer la division et la confusion dans les rangs de l'ANC, dans le but ultime de détruire le mouvement en tant qu'instrument de transformation et de changement progressif.
Le Camara Joulé symbolise à lui seul les guerres internes qui déchirent le parti. Chaque aile s'accuse mutuellement et ses leaders semblent perdre pied, grisés par l'ivresse du pouvoir. Ace Marajoulé est un baron du parti. Il est l'image même de ce qu'est devenu l'ANC. Un leader corrompu que l'on a laissé profiter des ressources du parti tant qu'il faisait allégeance au président, au roi. Ace Marajoulé devra présenter des excuses publiques, faute de quoi il pourrait être exclu définitivement. Un moyen pour le président sud-africain et chef de l'ANC, Cyril Ramaphosa, d'asseoir son autorité, souvent contestée. À court terme, si l'ANC se débarrasse des brebis galeuses, ça va la rendre crédible. Elle parle d'une seule voix. Elle montre à la communauté internationale, aux observateurs, qu'elle a le contrôle et qu'elle veut bien faire. La route des héritiers de Nelson Mandela dans la reconquête de l'honneur de l'ANC risque d'être longue. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.